Avouons-le, c'est une période un peu délicate pour les novices. Bitcoin a perdu plus de 70% de sa valeur par rapport à son point le plus haut atteint en novembre dernier. Nous sommes en train d'assister à une grande purge de tout l'écosystème. Cela fait plusieurs jours que la reine des cryptos flirte avec la barre des 20 000 $ qui, apparemment, serait le dernier mur avant une chute encore plus importante. Bon, si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que chez GAC, on n'est pas fan de l'analyse technique et des formes dans les nuages. Le problème de fond avec ces techniques est qu'elles relèvent plus de la divination car elles ne sont pas backtestables. Il n'existe aucune définition mathématique d'un tête-épaule ou de toute autre figure d'ailleurs. On est donc plus proche du thème astral que d'une quelconque approche rationnelle. Bon, par contre, pour des anticipations de court terme, il existe des solutions. De notre côté, nous travaillons par exemple avec des modèles de finance comportementale élaborés par Didier Darcet. Bref, dans tous les cas, le cours du Bitcoin et de l'ensemble des cryptos est dans le rouge depuis plusieurs mois. Puisque Bitcoin c'est l'avenir et que Bitcoin est anti-fragile, il est difficile pour beaucoup de comprendre pourquoi l'invention de Satoshi Nakamoto ne profite pas de cette situation de crise pour croître et tirer tout le marché vers le haut. Alors, beaucoup de commentateurs explorent la piste des manipulations de marché. Elles sont souvent source de fantasmes car elles nous permettent de projeter notre incompréhension de ce qui se passe sur les marchés afin de nous persuader que nous avons tout de même raison sur le fond. Mais sur les marchés financiers, en dépit de la régulation, nous savons que ces manipulations existent. Dans les dernières en date, on peut citer par exemple l'attaque de l'action GameStop. Sur les marchés crypto, dernièrement, ce sont toutes les supputations sur le rôle des fonds spéculatifs dans la chute de Terra Luna. Alors, est-ce que nous vivons une période d'intense manipulation de marché, ou alors y a-t-il autre chose de plus fondamental qui couve sous le marché des cryptos? Y a-t-il des monstres dans le placard, ou vivons-nous tout simplement une triste saison des pluies? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Commençons par le plus fun si je puis dire. Il y a plusieurs théories et méthodes pour manipuler des marchés comme les naked short, le spoofing ou encore la technique de corner de market. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'impact des marchés dérivés et tout particulièrement celui des contrats futurs. Bitcoin Magazine avait justement publié un excellent article à ce sujet il y a quelques semaines et si vous vous rappelez, nous avions aussi déjà un peu évoqué la question dans cette vidéo. Alors pour rappel ou pour info, un contrat futur est une promesse qui vous permet d'acheter ou de vendre quelque chose à un prix fixé à une date future. C'est ce que l'on appelle la date d'expiration du contrat. Ces contrats ont été standardisés et ils s'échangent un peu comme des actions de société sur le marché secondaire. La bourse la plus connue pour ces contrats futurs est le CME pour Chicago Mercantile Exchange, qui a été créé en 1898 et qui était spécialisé au départ dans l'achat et la vente de denrées agricoles. Ça a bien changé depuis. En fait, à la base, ces contrats futurs étaient et sont toujours particulièrement utiles si votre business dépend d'une matière première dont le coût varie. Si je suis boulanger par exemple, j'aimerais bien avoir un peu de visibilité sur ma comptabilité. Donc pour cela, je vais voir mon producteur de farine et je vais lui proposer de fixer le prix de la farine quand je lui achèterai le mois prochain. Nous nous mettons par exemple d'accord sur un prix d'1 € le kilo pour une transaction dans 30 jours. Et voilà un contrat futur. À la fin du mois, je viens avec mon contrat et je repars avec la farine à 1 € le kilo, quel que soit le prix de la farine à ce moment-là. Et vous voyez sûrement comment la spéculation rentre en jeu. Si la farine coûte finalement 1,10 € sur le marché quand le contrat expire, je viens de gagner 10 centimes. J'ai réussi à obtenir de la farine à 1 € le kilo alors que celle-ci coûte en réalité 1,10 € sur le marché. Par contre, si la farine coûte 90 centimes, je viens de perdre 10 centimes. Je l'ai payé 1 € le kilo alors qu'elle coûte aujourd'hui 10% de moins. Sachez qu'en règle générale, le prix des contrats futurs est supérieur à celui du cours de l'actif en question. C'est ce que l'on appelle être en contango. Et cette configuration reflète relativement bien la réalité pour deux raisons. Premièrement, il y a des coûts liés à cette opération, comme par exemple le stockage ou le transport de la marchandise. Si je dois conserver de la farine pour vous pendant un mois, bien évidemment, je ne vais pas le faire gratuitement. Ces coûts se répercutent sur le contrat futur. Et puis deuxièmement, pendant qu'un vendeur stocke de la marchandise, par exemple de la farine, eh bien il y a un capital immobilisé, donc le vendeur facture un taux d'intérêt en dédommagement. A l'inverse, dans des cas plus rares, on peut avoir la figure inverse dite de backwardation où les vendeurs d'un contrat futur rémunèrent l'acheteur pour transporter une marchandise dans le temps. Donc en gros, le prix du contrat futur est inférieur au cours du marché. Par exemple, si pour une raison ou pour une autre, les investisseurs craignent que les prix du pétrole chutent car la demande va devenir trop faible, plus personne ne veut de contrat futur sur le pétrole et le prix de ces contrats passe en dessous du prix du marché, ce qu'on appelle le prix spot.
Dans ce cas-là, en gardant du pétrole, vous êtes rémunéré pour porter le risque. C'est une structure en backwardation. On avance petit à petit, restez concentrés, on y est presque. Pour les vrais contrats futurs, si je puis dire, la matière première comme la farine ou du pétrole passe physiquement de main en main à la fin du contrat. C'est ce qu'ils appellent au CMI le Physical Delivery. Mais les traders se sont rendus compte que cette configuration des contrats futurs n'était pas forcément très pratique. Eux ne voulaient pas se retrouver avec des tonnes de maïs ou d'huile de palme sur les bras lorsque le contrat expirait. Non, ils voulaient uniquement spéculer sur le cours de l'actif en question. Du coup, le CME a dit ok, on va mettre en place des futurs dits cash settled. C'est-à-dire qu'il n'est plus question ici de livrer la marchandise dans 30 jours à un prix fixe, mais juste de compenser la perte ou le gain en cash. Donc si on reprend notre boulanger et son producteur de farine de tout à l'heure, dans ce nouveau modèle cash settled, il n'est plus question de livraison de farine, mais uniquement d'un paiement en cash qui reflète la différence entre le cours de la farine sur le marché à la date d'expiration et ce qui est écrit sur le contrat. Ce sont les fameux 10 centimes de tout à l'heure. Dans un cas, c'est le boulanger qui paie le producteur et dans l'autre, c'est l'inverse. Voilà, la salle du casino était prête, les traders pouvaient s'adonner à leur jeu favori, la spéculation. Alors maintenant que les bases sont posées, expliquons concrètement comment le prix du Bitcoin est ou pourrait être manipulé. Et là, on ne parle pas de manipulation sur le court et moyen terme comme le font régulièrement de grosses banques. Non, ici, il s'agit plutôt d'attacher un poids au pied de Bitcoin pour éviter que celui-ci ne monte trop vite et trop fort. Pour notre petit exemple, prenons Bob. Celui-ci n'a aucune limite de cash car il a accès à la planche à billets. Son but n'est donc absolument pas de faire des sous, mais d'agir négativement sur le cours du Bitcoin. Et ce, par tous les moyens possibles et imaginables. Une option serait de vendre régulièrement de grosses quantités de Bitcoin sur le marché, mais malheureusement, Bob n'a pas de Bitcoin ou pas suffisamment pour exécuter cette stratégie. Il se tourne alors vers le marché des contrats futurs. Au CME, pas besoin de Bitcoin. Tout peut se régler en cash, comme on l'a expliqué juste avant. Bob décide donc de vendre des contrats futurs à un prix anormalement bas, disons à 29 000 $ avec une date d'expiration dans 3 mois, alors que le cours du Bitcoin sur le marché est à 30 000 $. Cela crée instantanément une opportunité d'arbitrage. En effet, si je suis un investisseur, un trader et que je possède un Bitcoin, j'ai tout intérêt à le vendre, récupérer les 30 000 $ et acheter le contrat futur que me propose Bob à 29 000 $. J'ai du coup maintenant dans la main droite un contrat qui me garantit que j'aurai un Bitcoin dans 3 mois, ou en tout cas la valeur en fiat d'un Bitcoin. Et puis dans la main gauche, 1000 $. Je suis gagnant comparé à tout à l'heure. Sauf que bien évidemment, je ne suis pas le seul à avoir eu cette brillante idée. De nombreux autres traders vont effectuer l'opération en vendant leur Bitcoin et en achetant les contrats futurs de Bob moins cher. Cela crée donc une pression vendeuse sur Bitcoin qui, si elle est suffisamment importante, peut avoir un impact sur le cours. Par exemple, faire passer Bitcoin de 30 000 à 29 500 $. À la fin du contrat, donc à la fin des 3 mois, Bob doit donc 500 $ à toutes les personnes ayant acheté ses contrats futurs. Et oui, rappelez-vous, ici c'est du cash settled, c'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur ne se versent que la différence entre le contrat futur et le cours de l'actif. Encore une fois, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, ce sont les 10 centimes entre le boulanger et le producteur de farine. Donc au final, Bob a perdu énormément d'argent, mais a réussi son coup, faire chuter le cours du Bitcoin ou en tout cas le maintenir en place. De nombreuses personnalités comme Jim Rickards, Ron Paul, Chris Powell ou encore Peter Schiff, que connaissent bien les bitcoiners, explique que ce type de manipulation a été et est toujours largement utilisé sur le marché de l'or pour éviter que son cours s'envole. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, parce que le prix de l'or est un indicateur reflétant les inquiétudes à propos du système monétaire et financier traditionnel. L'or qui monte indique très souvent une perte de confiance dans les monnaies fiat, et tout particulièrement le dollar. Lorsque tout s'effondre, vous vous rabattez sur le machin qui fonctionne relativement bien depuis 5000 ans, et ce machin, cette relique barbare, comme dirait John Maynard Keynes, eh bien c'est l'or. Du coup, pour éviter la panique et faire en sorte que les musiciens continuent à jouer sur le pont du Titanic, certaines institutions ont tout intérêt à ce que l'alarme ne clignote pas. Il faut bien garder en tête que l'économie est une machine extrêmement complexe, comportant des phénomènes qui s'auto-alimentent. C'est un peu comme les prédictions des banques centrales en matière d'inflation. Leurs prédictions n'ont pas pour but d'informer ou d'être précises, mais d'influencer la direction future du marché. On le voit bien sur ce graphique, la BCE est depuis plusieurs mois relativement optimiste, pensant que nous sommes au pic et que l'inflation va repartir à la baisse. Mais ces prédictions ont justement pour but de participer à la baisse de l'inflation. Imaginez 30 secondes que demain Christine Lagarde annonce une inflation à 15% dans un an.
Ce serait la panique et cela deviendrait très probablement une prophétie autoréalisatrice. Tout ça pour dire qu'il est crucial pour la survie des monnaies fiat que l'or ne vale pas 10 000 voire 20 000 $ l'once. Ce serait une catastrophe pour le système financier actuel. Si on regarde le cas des États-Unis, le gouvernement ne se cache même pas de ces manipulations. Depuis le Gold Reserve Act de 1934 signé par Roosevelt, le Fonds de stabilisation des échanges a spécifiquement pour but de faire plus ou moins n'importe quoi pour protéger le dollar et l'économie américaine. Cela comprend la manipulation du marché de l'or, mais également n'importe quel autre actif qui pourrait représenter une menace. Et ce n'est pas une spécificité américaine. William White, un directeur de la BRI, donc la Banque des règlements internationaux, donc la banque centrale des banques centrales, disait en 2005 que les autorités financières internationales collaborent régulièrement pour influencer le cours de certains actifs, tout particulièrement l'or et les devises étrangères, lorsque cela semble nécessaire. Pour en revenir à Bitcoin, il est très compliqué, voire impossible de savoir si son cours est actuellement sabordé. Maintenant, si c'était le cas aujourd'hui ou dans le futur, est-ce que cela pourrait fonctionner sur le long terme? Sommes-nous condamnés à avoir un Bitcoin aux environs des 20 000 $ jusqu'en 2030? Maintenant, il faut que l'on parle des limites de ces manipulations car les acteurs de marché n'ont pas tous les pouvoirs, loin s'en faut. We act sometimes like 8 years old playing soccer. Here is the ball, we are all at the ball, and we don't cover the rest of the field. Eh oui, vous venez d'entendre la directrice du FMI vous expliquer que les dirigeants de ces grandes instances ne savent pas ce qu'ils font dans beaucoup d'occasions. Alors faire pression à la baisse sur les cours fonctionne tant que le marché n'a pas de direction forte. Par exemple, si le véritable prix de Bitcoin est à 40 000 $ mais qu'il n'a pas spécialement de tendance, alors vous pouvez l'amener à 35 000 $ en faisant du bricolage financier, certes. Par contre, au moment où la tendance haussière se dessine pour de bon, tous ces subterfuges à la petite semaine exposent fortement la santé financière des manipulateurs à la manœuvre, et ils se retirent. On le voit bien sur les cours de l'or. Contrairement à Bitcoin qui ne pèse qu'un petit trilliard aujourd'hui, l'or est le véritable étalon du marché monétaire. Une once à environ 2 000 $ est un véritable désaveu pour les banques centrales et leur gestion de la monnaie. C'est bien par rapport à l'or que l'on évalue le pouvoir d'achat monétaire. La crise monétaire sur le rouble, dans le contexte de la guerre en Ukraine, nous l'a encore rappelé récemment. C'est bien en faisant arbitrer le rouble par le marché de l'or que la Russie a réussi à contourner toutes les mesures prises contre le rouble pour diminuer artificiellement sa valeur réelle sur les marchés. Pour le dire clairement, les manipulations de marché se font à la marge. En réalité, manipuler un marché consiste quelque part à le flouter. Là, je ne sais plus si l'or vaut 2000 ou 1500 $. Par contre, je sais qu'il ne vaut pas 1000 $ ni 3000 $. Entre le court terme et le long terme, c'est la même chose. Je ne sais pas ce qu'il vaudra la semaine prochaine précisément, mais je sais que sa tendance de long terme est haussière. Manipuler un marché, c'est juste ça, et rien de plus. Je peux continuer l'exemple sur l'or, car Didier Darcet a réalisé des analyses qui montrent que le prix de l'or a bien plus de sens qu'il n'y paraît, et que les manipulations de marché sont bien peu de choses en comparaison. Vous voyez cette courbe? Elle est construite en divisant les dividendes annuels du S&P 500, les marchés américains, par le prix d'un gramme d'or. Donc elle exprime la rémunération des marchés américains en grammes d'or. Vous pouvez voir qu'elle dessine de beaux cycles remarquablement réguliers. Cette courbe nous montre que quelles que soient les manipulations de marché sur le dollar, le S&P 500, les prix de l'or ou quoi que ce soit d'autre, les marchés ne se trompent pas sur le prix des choses. Alors oui, des fois ça monte peut-être un petit coup trop haut ou un petit coup trop bas, mais au final, les marchés sont redoutablement efficients et s'équilibrent très bien en dépit de toutes les misères que l'on peut leur faire subir. Ce graphique vous montre que lorsque la rémunération en grammes d'or du S&P 500 monte, cela correspond redoutablement bien aux phases de hausse du marché et inversement. Manipulez autant que vous voulez, cela n'est que l'écume des choses. Par contre, ce qui est certain, c'est que tous les petits boursicoteurs qui agissent sans comprendre ce qu'ils font sont quasi systématiquement tondus par les sportifs de haut niveau qui chassent le plancton. C'est pour cela que les probabilités de gagner de l'argent en faisant du chartisme sont à peu près équivalentes au hasard, plus ou moins la tendance du marché, moins les frais de transaction à répétition.
Les autorités de marché financiers ont déjà largement prévenu à ce sujet d'ailleurs, à juste titre. Les seuls qui gagnent de l'argent avec l'analyse graphique sont ceux qui vendent des conseils en analyse graphique, bien évidemment, et ceux qui basent leur prise de position sur une solide analyse fondamentale, car ils suppriment 90% du facteur hasard lié au chartisme. Pour les premiers, je ne vous fais pas de dessin, tandis que les derniers gagnent de l'argent en s'exposant à la tendance, mais en réalité le chartisme les aide en rien. D'un point de vue fondamental, ils pourraient rentrer et sortir au pif sur une action, tant que la tendance est à la hausse, ça marche. Enfin, il y a une troisième catégorie bonus, ce sont ceux qui chalutent le plancton, ou alors qui bénéficient d'informations ou d'avantages que les autres n'ont pas, comme c'est le cas du trading à haute fréquence ou des délits d'initiés par exemple. Bref, il n'y a pas de magie noire sur les marchés. Généralement, quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, ce qui est le cas la plupart du temps, cela nous renvoie simplement aux limites de notre capacité à comprendre ce qui est complexe. Dire « je ne sais pas » est bien plus éclairant que de s'inventer des monstres dans le placard qui vous veulent du mal. Revenons-en à Bitcoin. De la même façon que pour l'or, tous les marchés dérivés du monde ou toute la malveillance de qui que ce soit ne suffira pas à contraindre le prix de Bitcoin trop loin de sa véritable valeur. Alors, que se passe-t-il ? Déjà, rappelons que Bitcoin a baissé de 55% depuis son plus haut à 68 000 $. Sachant que Bitcoin a une volatilité d'environ 100%, cela n'a rien d'anormal ni d'extraordinaire. Si on regarde cela en termes d'écart type à la moyenne, on peut dire que Bitcoin est légèrement sous-coté en ce moment, mais c'est pas du tout les soldes. Si on ramène l'ampleur de cette baisse au S&P 500, cela revient pour une volatilité équivalente à une baisse d'environ 10 à 15%. Oui, c'est une baisse, mais qui va parler de crack sur les marchés pour 15% de baisse étalée sur une année ? Il faut rester sérieux. Le jour où Bitcoin passera sous les 18 000 $, alors là, on pourra dire qu'il est en solde. En attendant, rien d'extraordinaire. Pourquoi 18 000 $? Parce que ça correspond à moins 2 écarts types par rapport à sa tendance de long terme. Mais alors, que peut-on dire sur Bitcoin à part « je ne sais pas » qui reste tout de même l'essentiel de la réponse que l'on peut donner à court terme. Déjà, évacuons un premier préjugé sans valeur à mon sens, il n'y a aucune causalité entre les cours des valeurs de haute technologie et Bitcoin. D'une part, ces deux actifs n'ont rien à voir et d'autre part, cette histoire de causalité ne se vérifie pas statistiquement à moyen terme. Nous n'en parlerons donc plus. Par contre, Didier Darcet a testé tout un tas de variables pour tenter de cerner à quoi Bitcoin est sensible. Ce n'est pas une chose simple car la volatilité de Bitcoin est si grande qu'elle marginalise à peu près tout. Vous pouvez donc oublier l'inflation, les taux d'intérêt, la dette des États, le commerce mondial, etc. Mais une variable semble être plus pertinente que les autres, c'est la liquidité de ce que Charles Gave et Didier appellent la base monétaire mondiale. Là, oui, il y a probablement quelque chose. J'en ai parlé pour la première fois en 2018 car c'est un indicateur très important pour l'évolution des marchés. Pour faire simple, il s'agit de la liquidité du dollar dans le monde. Lorsque la base monétaire mondiale augmente, c'est un puissant stimulant qui fait monter les marchés financiers d'un grand nombre de pays dans le monde. Et à l'inverse, une contraction de cette base monétaire mondiale provoque des crises d'anthologie au niveau local, voire global. Cette double émission monétaire a été théorisée par Jacques Rueff et elle a été aussi reprise sous la forme du paradoxe de Triffin. Tout cela est donc très connu. Ce phénomène a plusieurs énonciations assez sympathiques sur les marchés. Warren Buffett disait « c'est lorsque la marée baisse que l'on voit ceux qui se baignent sans maillot de bain ». Tandis que Charles Gave résume ce phénomène de cette façon, pour savoir si le marché monte, il faut savoir s'il y a plus d'argent que d'idiots ou plus d'idiots que d'argent. Bon, vous avez compris le principe. Le grand talent de Charles Gave et de Didier Darcet aura été d'arriver à modéliser un indicateur pour mesurer cette masse monétaire mondiale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons un de ces moments où la base monétaire mondiale se contracte de façon très forte et très violente. Et ce n'est pas un petit retournement, mais une contraction historique que l'on n'a pas vue depuis 40 ans. Il n'est donc pas étonnant qu'un tel retournement d'une telle violence puisse infliger un mauvais coup à Bitcoin. Il faut comprendre que la volatilité de Bitcoin le classe, pour un financier, dans les actifs risqués. Donc, en cas de gros temps sur les marchés, il est vendu en premier pour limiter les variations de la valeur du portefeuille. C'est en cela qu'à certains moments, on peut croire à tort à une corrélation entre les actions de la tech et Bitcoin. Il n'en reste pas moins que durant ces périodes de vache maigre, il est important de ne pas exposer la partie de son épargne que l'on n'est pas prêt à laisser immobiliser pour éventuellement plusieurs années. Car le marché baissier sur Bitcoin peut être long et rude.
Bitcoin a beau être la crypto de référence et la plus solide en matière de sécurité, ainsi que la plus solide sur le long terme, une baisse de 50% au mauvais moment peut vous faire très mal si vous êtes obligé de vendre pour faire face à des dépenses imprévues ou contraintes. C'est entre autres pour cela que nous avons lancé avec Guillaume et Michael une lettre d'investissement pour les personnes désirant retrouver une certaine indépendance et autonomie financière grâce à Bitcoin et aux cryptos. Notre objectif chez Grand Angle Crypto, c'est de vous apprendre à construire intelligemment un portefeuille comme le feraient des gestionnaires de fortune ou de gros hedge funds, tout en conservant vous-même les clés de vos actifs. Nous vous accompagnons pas à pas avec des vidéos à l'appui pour que tout le monde soit à même de réaliser les différentes étapes. Notre équipe est là pour vous aider et répondre à vos questions dans un espace privé réservé aux membres. Vous recevrez également tous les premiers vendredis du mois une lettre comportant une synthèse de tout ce qui se dit dans l'univers de l'analyse on-chain, mais également un cadrage macroéconomique de la finance traditionnelle. Si tout ça vous intéresse, vous trouverez plus d'informations en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Aujourd'hui, nous risquons fortement un krach d'anthologie sur les marchés et la liquidité pourrait ne pas être là cette fois. Dans ce contexte, Bitcoin peut adopter deux comportements. Soit il descend aux enfers pour un moment car au final il n'est pas encore une monnaie mature en tant que réserve de valeur. Dans ce cas, il prouverait qu'il dépend encore trop fortement de la liquidité de la base monétaire mondiale. Ceux qui peuvent se permettre de garder leur Bitcoin sans les vendre devront donc attendre le prochain cycle et faire face à des attaques médiatiques déprimantes à n'en pas douter. Ou alors, cela pourrait être l'occasion pour Bitcoin de prendre du galon et de se relever plus rapidement que les autres actifs. Dans le meilleur des scénarios, on peut imaginer que Bitcoin se montre plus dynamique que l'or. Là, on assisterait à une phase importante dans la bitcoinisation du système monétaire international. Ce serait une excellente nouvelle, non seulement pour les personnes qui détiennent des bitcoins, mais surtout pour tous les épargnants qui disposeraient d'une bouée de sauvetage face au naufrage de l'euro en premier lieu, puis du dollar dans la foulée. Dans ce cas, ceux qui arriveront avec du cash en bas de ce krach auront une formidable occasion de faire d'excellentes affaires. Mais là, on passe dans la finance fiction. Notre rôle chez Grand Angle Crypto, c'est de développer les outils et de produire les analyses qui vous permettent de comprendre ce qui se passe pour décider de façon éclairée. Nous allons vous apporter de plus en plus d'outils, tant en analyse fondamentale, comme nous le faisons dans la lettre avec les analyses on-chain, que des stratégies en finance décentralisées, mais aussi avec des modèles sur le très court terme avec les algos développés par Didier. On prépare beaucoup de choses dans ce domaine et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Alors n'oubliez pas, nous vivons des moments de transformation historique et c'est bien dans ces périodes que les fortunes se font et se défont. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici, on vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.